bonsoir à tout le monde. Merci d'être venus si nombreux, à une heure si tardive d'ailleurs. J'ai le plaisir de présider cette conférence des agendas du politique de TEPSIS organisée ensemble avec les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Et j'ai le plaisir de vous introduire à la fois le thème et les intervenants. Donc le thème c'est la Turquie de l'AKP entre contestation interne et nouveaux enjeux régionaux. Et ne serait-ce qu'à regarder les informations d'aujourd'hui à propos de l'Ukraine, on voit combien les événements qui ont secoué Istanbul en été 2013 renvoient effectivement à un registre relativement universel. Et de l'autre côté, lorsque cette conférence a été préparée, on était uniquement dans cette dynamique des événements de l'été. Or, depuis maintenant plus d'un an, on assiste à une guerre civile ouverte au sommet de l'État en Turquie entre le parti au pouvoir et un courant qui s'appelle Gülenist. Sans doute on n'aura pas le temps d'insister sur ces événements récents qui se poursuivent chaque jour à coups de dossiers de corruption contre purge massive. On a l'impression qu'effectivement, dans un certain sens, la Turquie, dans toutes ses composantes officielles, a perdu quelque peu de son innocence. Mais je crois qu'on aura sans doute l'occasion de revenir sur ces événements-là. Donc aujourd'hui, on va insister surtout sur les dynamiques de contestation interne, mais aussi sur la place de la Turquie à l'échelle régionale. Là encore, les prix ne manqueront pas. Donc, pour introduire ce thème, je donnerai d'abord la parole à Rachid Alnish, qui prépare sa thèse sur le syndicalisme en Turquie à Paris 1. Ensuite, j'aurai le plaisir de donner la parole à notre collègue Demet Büküslü, qui est maître de conférence à l'Université de l'ITP. Puis prendra la parole Benjamin Gouris, qui contribue énormément aux activités de TEPSIS. Un grand merci, Benjamin, donc, pour tout ce que vous faites dans ce domaine. Et puis prendra la parole enfin Yohanan Benham sur la politique étrangère. Et Jérôme Herté, qui nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, qui est de Paris Dauphine, mais aussi qui est attaché à l'IRMC aujourd'hui à Tunis, fera la discussion de l'ensemble des papiers. Donc je demanderai aux intervenants de ne pas dépasser 15 minutes, voire de se limiter à 12-13, pour que nous puissions avoir un peu de temps pour la discussion. Je crois que la discussion est aussi importante que les interventions en tant que telles. Les discussions permettent d'ailleurs d'éclaircir pas mal de points. Donc sans trop tarder, je passe la parole donc à Rachid. La parole est à vous. Merci. Comme Hamid Bozarsan a dit, je vais parler des acteurs protestataires en Turquie et l'impact du mouvement Gezi sur les répertoires d'action et sur les mobilisations des acteurs protestataires en Turquie. Donc au cours de mon intervention, je vais me centrer sur le mouvement de Gezi qui a bouleversé la Turquie pendant tout l'été et aussi qui continue à avoir un impact sur les mobilisations et sur les mouvements sociaux en Turquie. Donc je vais parler d'abord des composants du mouvement Gezi et après, en passant par les raisons de leur engagement dans ce mouvement. Ensuite, je vais passer à essayer de comprendre ce qui n'a pas marché et aussi ce qui a marché et donc ce qui continue à avoir un impact sur les mouvements sociaux en Turquie quand on parle du mouvement Gezi. Et ensuite, je vais essayer de voir quelles sont les conséquences éventuelles du mouvement de Gezi sur les acteurs protestataires en Turquie. Donc, ce travail se base sur mon travail de terrain pour ma thèse, au cours duquel j'ai fait des entretiens avec les militants syndicaux qui sont à la fois des militants politiques. Donc, au cours de cet été et aussi l'été dernier, de 2012. Et donc, je n'étais pas à Istanbul, malheureusement, au cours du mouvement Gezi. J'étais à Paris, donc mes observations sur le mouvement Gezi sont basées sur mes lectures et sur une analyse de presse que j'ai fait pendant l'été. Donc, pour les composants de Gezi, donc il faut d'abord voir qui étaient mobilisés sur le mouvement de Gezi, donc qui ont participé à ce mouvement. Le mouvement Gezi a commencé comme une mobilisation écologique suite à un projet de réaménagement urbain
sur la place de Taksim à Istanbul en fin mai, qui a devenu une mobilisation plus vaste suite à la violence policière très forte au cours du mois de juin. Et le parc de Gezi a été occupé pendant 12 jours par des manifestations issues des différents champs sociaux de la Turquie et qui a perdu la vitesse un peu suite à l'évacuation des protestataires, des manifestants par, encore une fois, la violence policière. Donc, qui ont participé, qui étaient là sur la place de Taksim au cours du mouvement Gezi. Je vais plutôt m'insister sur la participation des syndicats, ce qui est plutôt mon terrain. Les syndicalistes donc, et aussi des Alevis, du mouvement kurde, des enseignants, des étudiants, des jeunes, des femmes et des couches nationalistes kémalistes. Donc, quand on parle de la mobilisation des jeunes, on voit qu'il y avait déjà ce qui est important quand on analyse les composantes de Gezi, c'est le fait que le mécontentement de différents acteurs sociaux était déjà là. Et donc le mouvement Gezi a facilité la canalisation de différents acteurs protestataires dans un seul mouvement. Donc il y a des nouvelles alliances qui ont été fondées suite à la canalisation de différents mécontentements. Et il y a donc des différents groupes de protestataires qui ont participé au mouvement de Gezi. Donc quand on parle de la participation des syndicats, on voit qu'il y avait déjà des mécontentements concernant le nombre des accidents de travail qui était augmenté depuis 2007. Il y avait la nouvelle loi des syndicats de 2012 qui a provoqué une bipolarisation du champ syndical. Et il y avait des arrestations des syndicalistes et militants syndicaux depuis juin 2012. Et il y avait les manifestations, les émeutes au cours des manifestations du 1er mai 2013, au cours duquel les défilés à Taksim ont été interdits par le gouvernement de l'AKP et les militants syndicaux de la DISK, de la Confédération des syndicats ouvriers révolutionnaires, avaient confronté avec une violence policière très forte. Par contre, la mobilisation des syndicats sous le mouvement Gezi était restée faible suite à cause de la nature fractionnelle du champ syndical en Turquie, parce qu'il y avait des syndicats, des confédérations comme DISK et KESK qui ont participé au mouvement, alors que les confédérations syndicales proches du gouvernement de l'AKP, comme Hakish et Memursan surtout, qui ont préféré de ne pas participer. Surtout Hakish et Memursan et aussi Turkish ont fait une déclaration de presse en faisant à la société appel au bon sens et à la prudence. Et aussi il y avait le facteur du taux de syndicalisation qui n'est pas très fort, donc la mobilisation de la participation des ouvriers dans le mouvement Gezi est restée faible. Par contre, il y avait des jeunes cadres professionnels, donc des cols blancs, qui ont participé, qui ont joué un rôle important au cours des manifestations. Donc, et c'était là, en fait, c'était les cols blancs et les classes moyennes qui étaient un des groupes les plus discutés et les plus populaires du mouvement de Gezi. Donc, quand il s'agit de la participation des autres groupes sociaux, on parle des Alevis, notamment sous le gouvernement de l'AKP, avec la marginalisation des Alevis, de l'alevisme dans l'éducation et aussi dans la vie sociale de la Turquie. Donc les mécontentements des Alevis avaient augmenté, et donc 5 manifestants tués au cours des manifestations étaient des Alevis, des jeunes âgés de 19 à 27 ans.
quand on parle du mouvement kurde, on voit que la participation du mouvement kurde était considérée comme relativement faible à cause du processus de paix et des négociations avec le PKK et Abdullah Öcalan. C'est pour ça en fait on parle d'une participation relativement faible du mouvement kurde. Par contre, avec les manifestations de Gezi et avec les meurtres et les violences policières, il y avait un renouveau des tensions avec le mouvement kurde et entre le gouvernement. Donc il y avait des manifestations à Diyarbakır et à Hakkari et dans plusieurs villes kurdes. Et il y avait aussi des manifestations de solidarité à Istanbul et Ankara et dans différentes villes de la Turquie. Ce qui est plus intéressant, c'était la participation des couches nationalistes et des kémalistes dans le mouvement Gezi. Surtout en fait les mouvements comme la visibilité des membres du Parti ouvrier, donc le İşçi Partisi, qui vient d'une tradition nationaliste, plus kémaliste. Et aussi sa branche de jeunesse Türkiye Gençlik Birliği, donc de l'Union de la jeunesse de la Turquie, a été discutée dans le mouvement. Donc aussi, il y avait aussi la participation des étudiants et aussi des enseignants qui avaient également des mécontentements déjà avant le mouvement Gezi à cause des arrestations des étudiants et à cause de l'augmentation du taux de chômage chez les diplômés de l'université et à cause de la marginalisation de plus en plus forte des étudiants et aussi des enseignants protestataires et leur stigmatisation comme des jeunes terroristes et marginaux. Donc il y avait la participation des femmes qui a marqué aussi les manifestations de Gezi et qui avait déjà des problèmes avec le gouvernement de l'AKP aussi à cause des projets de loi concernant la réduction de la durée légale de l'avortement et aussi avec le discours de l'AKP marginalisant les femmes et prônant les valeurs morales face aux femmes. Donc il y avait plusieurs autres groupes comme les médecins, les journalistes, les acteurs, les supporters de football, les musulmans anticapitalistes, les médecins. Donc on peut compter plusieurs acteurs que je ne peux pas parler de tout ici. Donc, alors qu'est-ce qui a donné le mouvement Gezi? Donc on peut passer aux impacts de Gezi sur les acteurs protestataires en Turquie. Donc d'abord on a vu que la société est devenue de plus en plus bipolaire avec la construction d'un mur par le gouvernement de l'AKP face aux manifestants, des terroristes, des marginaux et extrémistes. Donc il y avait des contre-manifestations organisées par le gouvernement de l'AKP. Il y avait une redistribution des ressources étatiques qui ont été utilisées en service des contre-manifestations, alors que les manifestations de Gezi ont été marginalisées par le gouvernement. Il y a aussi la bipolarisation du champ syndical, que j'ai remarqué par cours de mon travail de terrain en été. Donc il y a des plateformes de solidarité construites entre Hakiş, Türkiş et Memursen face à une plateforme de solidarité construite entre DİSK, les syndicats sociodémocrates et socialistes de Turkish et la KESK, avec aussi l'union des médecins turcs et aussi l'union des ingénieurs et des architectes turcs. Donc on voit que de plus en plus une bipolarisation du champ syndical et de la société. Et le processus de paix et des négociations avec le mouvement kurde a été remis en cause suite aux contestations de Gezi. Donc qu'est-ce qui était l'impact de Gezi sur la reconstruction des stratégies syndicales et politiques? Donc on a vu que j'ai remarqué qu'il y avait un mouvement de réforme au sein des syndicats, affiliés notamment à la DİSK et à la KESK, qui étaient conscients du fait que leur participation était faible. Et donc il y avait un mouvement de réforme au sein du champ syndical.
Et il y avait la fondation du Parti démocratique des peuples, donc de Halkların Demokratik Partisi, qui était un des fruits on peut dire un des fruits du mouvement Gezi, parce que c'était le congrès des mouvements des peuples, le congrès démocratique des peuples est devenu un parti politique. Et ils ont aussi présenté Sırrı Süreyya Önder, qui a été un des personnages les plus populaires et les plus importants du mouvement Gezi, comme à la mairie d'Istanbul. Donc, on voit qu'il y a toujours un héritage de Gezi quand il s'agit des manifestations. On parle des slogans et des symboles du mouvement Gezi au cours des manifestations. Le slogan Taksim Partout, Résistance Partout a été adopté dans différents cas et dans plusieurs manifestations. Donc il y a des forums locaux qui sont organisés toujours au cours du mouvement de Gezi. Il y a toujours des manifestations des étudiants, surtout à Haute face au projet de construction d'une route par le maire d'Ankara, Melih Gökçek. Donc il y a toujours un héritage du mouvement Gezi. Donc par contre la situation reste toujours incertaine, surtout suite au scandale de corruption du gouvernement de l'AKP depuis mi-décembre 2013. Donc on ne sait pas ce que le mouvement Gezi va donner à la fin de ce scandale de corruption et l'augmentation de l'autoritarisme de l'AKP. Donc on voit que le degré de bipolarisation reste toujours présent. Et surtout, il y a des manifestations organisées par les syndicats de disques et de casques face à toujours des déclarations, des appels à la prudence et au bon sens de Hakish et de Memoussen. Donc, nous allons voir les effets du mouvement Gezi et ses impacts sur les acteurs protestataires au cours des élections locales de mars 2014. Et aussi, il y a des élections présidentielles en fin 2014. Et aussi, il y a des élections législatives en 2015. Donc, on ne sait pas si les acteurs protestataires vont refléter leur mécontentement au cours des élections et on verra s'il y aura des alliances plus larges qui seront construites à partir du mouvement Gezi. Merci. Merci, monsieur. Cette intervention très très dense, donc sans priver le discutant de son rôle, je retiens 2 ou 3 éléments. Un premier élément, effectivement, on voit combien le mouvement a été pluriel, mobilisant des acteurs de nature très très différentes, des plus ouvertes et démocratiques et des plus antidémocratiques dans un certain sens aussi. En deuxième lieu, on voit combien en Turquie le mouvement syndical un peu partout, a été très affaibli, mais il n'y a pas uniquement cette fragilisation, il y a aussi la fragilisation par le passage à une logique corporatiste par le gouvernement. Et je crois que ce corporatisme n'a pas encore été étudié. Aussi, ça va sans doute l'une des toutes premières à étudier, le corporatisme version 2000-2010 en Turquie, mais aussi dans le monde. En troisième lieu, je crois qu'il est important de souligner qu'à la fois dans ses politiques intérieures et extérieures, le gouvernement de l'AKP s'est ancré dans une logique très confessionnelle et confessionnalisante. La sunnitisation de la politique, dans tous les sens du terme, a provoqué effectivement une réaction de la communauté alénie. Enfin, on voit combien les processus de radicalisation et de déradicalisation de la gauche kurde et de la gauche kurde commencent à se dissocier. C'est un premier, je crois, c'est une nouveauté dans l'histoire de la Turquie. Donc je passe maintenant la parole à Demet Bütüslü qui va poursuivre le débat en analysant, je crois aussi, cette fois-ci, les politiques gouvernementales par rapport à Gezi. Donc 13 minutes et demie, 14 minutes. Merci beaucoup et bonsoir. Oui, je vais faire une présentation sur les politiques de la jeunesse, aussi bien que les discours du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan sur le Gezi, mais aussi sur la jeunesse. Et je crois qu'une étude de ces discours et ces politiques de la jeunesse nous aide à mieux comprendre le parti de l'AKP, mais aussi le projet politique. Et même si ces discours et politiques ne sont pas apparus avec le mouvement de Gezi, je crois que la puissance du mouvement les a rendus
plus visible. Mais tout d'abord, peut-être quelques mots sur la jeunesse en Turquie. Il faut dire que la participation des jeunes dans la résistance du parc Gezi a surpris le gouvernement sans doute, mais a surpris les adultes qui ont eu l'habitude de définir la jeunesse contemporaine, particulièrement dès le coup militaire du 11 septembre 1980, donc la génération 1980 en tant que jeunesse ou bien génération désengagée, apathique, dépolitisée. Et j'ai vécu de mon expérience personnelle que le sujet de la jeunesse en Turquie n'était pas perçu comme un sujet très passionnant. Pour des chercheurs travaillant sur la jeunesse, ce n'était pas non plus très facile de publier des travaux sur le sujet. Et juste une anecdote, un de mes collègues, Hakan Yücel de l'Université de Galatasaray et moi-même, ayant constaté qu'il y a peu de recherches, peu de publications sur la sociologie de la jeunesse, malgré l'existence d'un nombre important de thèses de master et de doctorat réalisées par de jeunes chercheurs, nous avons décidé d'éditer un ouvrage collectif réunissant précisément les travaux de ces jeunes chercheurs. Et Ushul a bien collaboré à cette publication. Mais il faut dire qu'au mois de mars et d'avril 2013, donc seulement quelques mois avant les événements de Gezi, c'était vraiment difficile de trouver des maisons d'édition s'intéressant aux manuscrits de la sociologie de la jeunesse. Et voilà, il faut dire que c'est avec la résistance de Gezi que les concepts comme jeunesse et génération sont devenus des trends sujets ou bien des titres attirants. Les événements de Gezi et l'attitude des jeunes, nous avons dit qu'on supplie ceux qui analysaient la jeunesse comme une jeunesse apathique, silencieuse et désengagée, mais par exemple moi-même, sur la base de mes recherches qualitatives depuis ma thèse de doctorat que j'ai terminée en 2005 à l'EHESS, j'ai essayé de montrer que les analyses qui évoquent l'apathie ou l'indifférence des jeunes ne parviennent à expliquer que superficiellement l'attitude des jeunes dans la Turquie d'aujourd'hui. Quand on examine de plus près la question, on voit que l'attitude de ces jeunes est emplie de tensions, de critiques et de contradictions, et même d'amertume. Et en réalité, il semble que ces jeunes refusent seulement l'engagement tel que le conçoivent ordinairement les gens, mais ce refus ne signifie pas l'indifférence. Ces jeunes veulent se construire d'une autre manière qu'à travers l'engagement politique classique ou bien l'engagement politique traditionnel. C'est pour cela que je vois des parallélismes entre les caractéristiques de la jeunesse contemporaine et le mouvement de Gezi, même si je sais très bien que le mouvement de Gezi est un mouvement très hétérogène, comme déjà expliqué. Mais en laissant les discussions de ces caractéristiques à une autre présentation, à une présentation que je vais faire série le 28 janvier, j'aimerais plutôt tracer les grandes lignes des discours du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan et les politiques de la jeunesse de l'AKP pour pouvoir réfléchir sur le thème de cette conférence, la Turquie de l'AKP. Premièrement, vous savez que la réaction du Premier ministre concernant les résistances de Gezi était de définir le mouvement comme un mouvement réactionnaire contre son gouvernement et contre sa personnalité politique. Il a constaté une liaison entre ce mouvement et les mouvements de jeunesse antérieurs, en particulier avec ceux des années 60 et 70. Il a noté que la jeunesse, comme les générations antérieures, qui ont été main dans la main avec l'armée, cette génération aussi a été déterminée de mettre un terme à son gouvernement démocratique et légitime. Non seulement le Premier ministre a été contre ce mouvement politiquement, mais il a aussi choisi de se positionner contre le mouvement moralement. Dans ses discours, il a parlé des jeunes camping ensemble dans le parc
il a parlé du non-respect des jeunes dans les mosquées, il a parlé de mauvaises odeurs dans le parc Gezi, etc. Et pendant les manifestations des Gezi Park, nous avons vu aussi un rejet de la subjectivité des jeunes. Les jeunes ont été définis comme un groupe dupé par les pouvoirs extérieurs. Ils ne seraient pas conscients d'avoir été contrôlés ou bien dirigés par ces pouvoirs. Et on voit le rejet de la subjectivité des jeunes, là une nécessité de surveillance totale des jeunes par la famille et par l'éducation nationale, donc par l'État. C'est pourquoi les directeurs, tout comme les enseignants des lycées ou bien les professeurs d'université, étaient critiqués par le Premier ministre lui-même pour ne pas empêcher ces jeunes à participer au mouvement. Ou bien les parents ont été invités à surveiller leurs enfants et les pousser à quitter le parc. En revenant sur chacun de ces 3 points, nous voyons les caractéristiques de l'AKP qui sont parfois ces caractéristiques propres et parfois ces caractéristiques implantées de l'héritage de la culture politique turque. Par exemple, concernant le rejet de subjectivité des jeunes, je constate que c'est une des caractéristiques de la culture politique turque qui date du 19e siècle. Depuis le 19e siècle, il existe un mythe de la jeunesse dans la culture politique turque qui définit la jeunesse en tant qu'une catégorie politique et lui donne une mission politique modernisatrice. Le mythe de jeunesse a émergé au 19e siècle où le palais avait alors entamé une vague de mouvements de modernisation afin d'empêcher le déclin de l'Empire ottoman. Ainsi, l'État a-t-il inventé une nouvelle catégorie, la jeunesse, qui s'est employée à façonner aussi bien mentalement que physiquement. Et la République fondée en 1923 a continué ce mythe de la jeunesse et a construit un mythe de la jeunesse républicaine et kémaliste. On voit que l'AKP et les discours de Recep Tayyip Erdoğan s'inscrivent dans cette idée de mythe de la jeunesse, mais remplacent le mythe de la jeunesse républicaine et kémaliste avec un nouveau mythe, un mythe conservateur. Son projet de vouloir constituer en Turquie une génération pieuse. En tout cas, il y a un rejet de la subjectivité des jeunes et de l'hétérogénéité des jeunes dans ces 2 mythes de jeunesse, soit qu'il en soit un mythe de jeunesse kémaliste ou bien conservateur. Deuxièmement, il faut noter que quand le Premier ministre se positionne contre la jeunesse, qui selon lui essaie de mettre fin à son gouvernement, il se positionne dans la continuité avec l'idéologie ou bien la pensée conservatrice en Turquie. Et c'est à partir de cette continuité qu'il établit un lien entre Adnan Menderes, exécuté par le coup militaire du 27 mai 1960, et lui-même. Et troisièmement, quand il prend position contre la culture de la jeunesse, ou bien les valeurs des jeunes, il établit un lien avec le conservatisme, mais aussi avec l'islamisme politique. Donc, d'un côté, l'AKP et les discours du Premier ministre se reconnaissent dans les grandes lignes de la culture politique. Les politiques de l'AKP sont en continuité avec la caractéristique de l'idéologie moderniste, créant son propre mythe de la jeunesse. Les discours du Premier ministre se positionnent aussi en continuité avec la pensée conservatrice et islamiste moraliste. Mais il y a aussi une autre caractéristique néolibérale des politiques de la jeunesse de l'AKP qui, je crois, n'est pas suffisamment soulignée par beaucoup de chercheurs, c'est l'aspect néolibéral des politiques de la jeunesse. Je crois qu'il faut noter que quand le Premier ministre souligne ses idées contre l'avortement ou bien quand il encourage ses citoyens à avoir au moins 3 enfants, non seulement il utilise un discours conservateur sacralisant la famille, mais aussi il insiste sur l'importance de maintenir une société jeune et dynamique, contrairement aux sociétés européennes actuelles. Mais
Mais l'accent sur la famille n'est pas seulement une tactique conservatrice, cela aide le gouvernement de baisser le coût de dépenses sociales. Donc, les politiques familiales de l'AKP, comme démontré par les recherches académiques, sont à la fois conservatrices et néolibérales, poursuivant l'objectif de baisser les dépenses sociales grâce à la sacralisation de la famille. Les services sociaux dont profitent les enfants, les gens âgés et les jeunes sont tous destinés aux familles. De la même manière, l'objectif de rester en tant que société jeune est toujours important pour garder une main-d'œuvre bon marché pour la concurrence dans les marchés internationaux. Dans une société comme la Turquie, où le chômage des jeunes est le double de celui que des adultes, le chômage des jeunes c'est 18%, et où l'importante partie de la jeunesse, c'est-à-dire 27% des jeunes n'étudient ni travaillent, il semble que les politiques démographiques de l'AKP essayent de garder la concurrence des marchés turcs, offrant une main-d'œuvre bon marché. Et c'est toujours dans cette logique néolibérale que les jeunes drogués sans domicile, en turc Teenage Gençler, beaucoup utilisés dans les discours du Premier ministre, sont marginalisés dans les discours du Premier ministre, définis presque comme les déchets humains, en empruntant le concept utilisé par le sociologue Bauman. Et en conclusion, je crois que les discours sur la jeunesse et aussi les politiques de la jeunesse de l'AKP nous aident à mieux comprendre le parti. Il faut souligner que ces politiques et ces discours ne sont pas apparus, encore une fois, avec le mouvement de Gezi Park, mais certainement la puissance du mouvement les a rendus plus visibles. D'un côté, AKP est un parti politique qui continue les caractéristiques de la culture politique turque, ce que j'appelle le mythe de la jeunesse refusant la subjectivité des acteurs, un parti politique conservateur se légitimant par des valeurs islamiques, et enfin néolibéral. Et il me semble que c'est avec la juxtaposition de ces différentes caractéristiques que l'opposition contre son gouvernement ont des caractéristiques ou bien des couleurs tout à fait différentes. Merci pour votre attention. Un grand merci Demet pour cet éclairage qui introduit aussi à la fois la dimension générationnelle et la dimension historique. On va voir si cette catégorie mâle aimé qui est la jeunesse va pouvoir se réaliser comme génération pour soi et pas exclusivement les générations en soi. L'histoire nous le montrera, mais tu nous as montré aussi, vous nous avez montré aussi combien le conservatisme social intervenait très lourdement dans la détermination des politiques de l'AKP. C'est le sujet, effectivement, le refus de la subjectivité. Le régime conservateur en Turquie, mais aussi ailleurs, n'accepte pas l'idée que les citoyens constituent des sujets et partant, l'idée même de la résistance n'entre pas dans la grammaire politique de l'AKP, tout comme n'entrait pas dans la grammaire politique de Madame Thatcher ou de Reagan. Et de là aussi, on peut dire que bon, toutes ces théories de complot, car si la résistance n'est pas possible, si les sujets sont des bons enfants de la famille, qui peut provoquer la résistance? Ben, ce sont des étudiants Erasmus qui viennent de France, c'est le lobby juif, c'est le Wall Street, etc. Donc on a l'impression que la théorie de complot a vraiment remplacé l'explication politique dans le cadre de la Turquie. Et je crois que cette introduction de la culture politique turque aussi me paraît assez importante à retenir. Donc on passe maintenant à notre troisième intervention qui va surplomber un peu la période de Gezi en tant que telle, donc pour introduire une dimension à la fois historique et comparative. Benjamin, je vous donne la parole. Merci, Anne. Oui. Bien, donc moi je vais m'intéresser dans mon petit exposé à la gestion de la crise par le parti au pouvoir, par le gouvernement, la gestion de la crise de Gezi, pour essayer de montrer que cette gestion de la crise, elle donne à voir quelque chose de tout à fait régulier, à mes yeux assez fondamental dans la vie politique turque, c'est l'imbrication, l'enracinement des partis politiques, des partis de gouvernement dans les institutions d'État, dans l'État.
C'est-à-dire que dès que les partis accèdent au gouvernement, ils vont chercher à s'accaparer des positions de la fonction publique, des postes de fonctionnaires, hein, et cette façon de s'implanter dans l'État va faire des partis de gouvernement des intermédiaires nécessaires, sans lesquels on ne peut pas agir, hein, des intermédiaires nécessaires pour des forces sociales, pour des groupes économiques, qui veulent intervenir dans la définition des politiques publiques, qui veulent bénéficier de la redistribution des fruits de la croissance, qui veulent bénéficier de prestations, d'allocations, etc. Donc partant de ce constat que je vais détailler un petit peu, je pense qu'on peut faire deux hypothèses. La première consisterait à dire que par leur enracinement dans l'État, eh bien, les partis de gouvernement peuvent mettre en place des coalitions sociales très larges sur lesquelles ils s'appuient pour se maintenir au pouvoir, hein, pour se consolider au pouvoir. Et une deuxième hypothèse qui m'amènera dans un deuxième temps, peut-être, si j'en ai le temps, à évoquer ce qui se passe actuellement au sein du bloc au pouvoir, hein, une deuxième hypothèse qui consisterait à dire que davantage que des élections, davantage que des mouvements de contestation sociale et politique, ce sont plutôt les crises dans les réseaux constitués, hein, dans les réseaux de consolidation du parti, dans ces réseaux sociaux, ces concurrences, des retournements d'alliances, hein, qui peuvent provoquer du changement politique, alors que ce soit un changement de gouvernement, de majorité, etc., de programme de politique publique, etc. Et je pense que justement la séquence qui s'est ouverte avec Guézi, elle s'est ouverte avec Guézi, mais elle continue encore maintenant, peut donner à voir ces mécanismes au concret. Donc voilà ce que je me propose de détailler un peu maintenant. Alors, au mois de mai-juin dernier, alors que pendant plus d'un mois, on a 2,5 millions de personnes qui manifestent dans 80 des plus grandes villes du pays, alors pour appeler à la mise en place de dispositifs participatifs dans les politiques de la ville, pour appeler à la démission du Premier ministre, pour appeler à la fin des violences policières, eh bien on voit qu'au terme de plusieurs semaines de conflit, le gouvernement réussit à sortir de cette épreuve par le haut, puisqu'il a réussi à éviter une diffusion, en quelque sorte, des mobilisations dans l'ensemble de la société, dans l'ensemble de l'espace social. Alors comment est-ce qu'il a réussi à limiter cette diffusion des manifestations, des mobilisations dans le temps et dans l'espace social? Eh bien je pense qu'il a pu s'appuyer tout d'abord sur un appareil d'État qui lui était acquis, hein, sur lequel il exerce un contrôle serré. Hein, la police, l'appareil judiciaire ont procédé à des arrestations systématiques. Hein. Les services de sécurité, les forces de l'ordre, les militaires lui sont restés fidèles, et ça c'est tout à fait caractéristique de la période contemporaine, hein. C'est-à-dire que pour la première fois depuis les années 50, eh bien, les militaires n'ont pas réussi à instrumentaliser un mouvement social à leur avantage pour s'imposer sur les gouvernements. Ça je pense que c'est tout à fait nouveau, j'y reviendrai aussi dans l'exposé. Et puis le parti a aussi pu compter sur un ensemble d'organisations de la société civile, hein, des organisations patronales, syndicales, culturelles, associatives, pour animer une contre-mobilisation, comme l'a expliqué Hochul, au moins en annonçant leur soutien au gouvernement. Et puis le parti a bénéficié aussi de la complicité, entre guillemets, de plusieurs médias d'information nationaux qui se sont volontairement censurés, hein, pour nous faire une couverture médiatique très limitée au mouvement. Et dans ce contexte-là, les partis d'opposition, les syndicats, n'ont pas réussi à politiser le mouvement, à mobiliser leur base sociale, et c'est ça qui a empêché la mobilisation, l'extension des mobilisations dans la société turque. Et je pense qu'une telle gestion de la crise, c'est le fruit de plus de 10 ans maintenant de pouvoir AKP, d'investissement des structures de l'État par le pouvoir AKP. C'est-à-dire que le parti a placé son personnel politique au poste clé de l'administration, il dispose d'une capacité d'influence importante sur l'appareil d'État, il s'en sert d'ailleurs de cette capacité d'influence pour entretenir des clientèles électorales dont on voit qu'elles s'élargissent au fil des années, puisque en 2011, l'AKP a remporté sa 3e élection législative d'affilée avec son score le plus haut, hein, il frôle les 50%. Donc il peut éviter l'usure du pouvoir en quelque sorte, et ça je pense que c'est grâce aux positions qu'il occupe dans l'État. Alors c'est un peu partout pareil, dans n'importe quel pays, les partis qui accèdent au gouvernement se servent de l'État pour y placer leurs militants, etc. Certes, mais en Turquie, il y a quelque chose de spécifique, c'est-à-dire c'est la dimension massive de la chose, hein, ça ne concerne pas que les fonctions de pilotage des institutions, ça concerne tous les échelons des institutions administratives. Et puis en Turquie aussi, les partis ne se limitent pas à nommer des fonctionnaires, ils attendent des fonctionnaires nommés qu'ils les soutiennent dans leur pratique professionnelle quotidienne, ce qui produit une politisation en fait, de l'État en faveur du parti au gouvernement. Et c'est ça qui est caractéristique, je pense, de la situation turque. D'ailleurs, le parti s'est servi de ses alliés
dans les institutions judiciaires depuis quelques années pour obtenir l'arrestation, la condamnation de nombreux opposants politiques, d'intellectuels, de journalistes, de chercheurs, etc., dont les travaux pouvaient le fragiliser. Et cette implantation dans l'État, elle fait donc du parti un intermédiaire indispensable pour les groupes économiques et sociaux, c'est ce que je vais expliquer maintenant. C'est-à-dire que le parti a réussi à mettre à profit la libéralisation économique, la libéralisation de l'économie, pour attribuer d'anciens contrats publics à ses partenaires économiques. Les privatisations ont permis l'émergence d'un patronat anatolien nouveau, fortement lié à l'AKP, alors par des liens familiaux, confrériques, politiques. On a de gigantesques projets d'infrastructures qui ont été confiés aussi à des partenaires économiques du parti, parfois sans qu'aucun appel d'offres ne soit publié. On a dans une étude récente, il a été montré que plus de la moitié des résultats des appels d'offres émis par les municipalités n'ont pas été rendus publics, ce qui peut laisser penser à des procédures d'attribution discrétionnaire de ces fameux contrats. Donc l'AKP se sert de ses positions gouvernementales pour distribuer des contrats à ses partenaires qui, en échange, vont le soutenir financièrement, embaucher ses clientèles électorales, le soutenir électoralement. Et puis le parti s'appuie aussi sur le processus d'adhésion à l'Union européenne, puisque les fonds européens profitent en premier lieu aux entreprises qui lui sont proches, qui lui sont affiliées. Et je l'ai expliqué, le champ syndical est lui aussi touché, l'AKP modifie la législation syndicale pour que Akish, notamment et Memorsen, ces syndicats alliés en quelque sorte, puissent bénéficier de meilleures positions dans les accords de branche, etc. Le champ médiatique n'a pas été épargné, l'AKP a permis à des alliés des hiérarques du parti de racheter certaines chaînes d'information par le biais de prêts accordés beaucoup plus facilement que dans la normale. Donc en quelque sorte, l'État, le politique, l'étatique, le politique, le syndical, l'économique, le médiatique, ce sont des secteurs primordiaux qui permettent à l'AKP en quelque sorte, entre guillemets, de verrouiller le système, de protéger ses positions et au final d'éviter l'alternance politique sans même avoir à remettre en cause les procédures électorales, puisqu'il y a un respect de façade de la procédure électorale. Et donc en se positionnant au cœur de larges coalitions sociales comme celle-ci, le parti peut éviter l'usure du pouvoir et bénéficier d'une domination qui n'est plus simplement politique, mais qui est également, qui se base sur des liaisons entre syndicats, partis, médias, groupes économiques. Et à mon avis, on ne comprend pas grand-chose à la vie politique turque si on ne prend pas suffisamment en compte l'existence de ces réseaux, de ces collusions, parce qu'il ne faut pas croire que c'est spécifique à l'AKP. C'est une pratique du pouvoir qui est tout à fait régulière depuis, on va dire, depuis le passage, depuis le début de la République, en fait. Cette pratique du pouvoir de l'AKP, elle éclaire un phénomène très large, c'est justement le renforcement des partis politiques par leur enracinement dans l'État. Depuis la première alternance politique qu'on a connue en Turquie en 1950, à chaque fois qu'un parti a pu former seul un gouvernement, accéder seul au gouvernement, il n'a plus perdu d'élection après. Il a réussi à se maintenir et à remporter les élections jusqu'à ce que l'armée intervienne pour le renverser. Et je pense que c'est en accumulant, en redistribuant des ressources étatiques qui prennent la forme de postes, de contrats, d'allocations, de prestations, que les partis dominants parviennent à se maintenir, à se renforcer. Et d'ailleurs, j'ai en quelque sorte l'impression que la constitution d'un gouvernement monopartisan en Turquie c'est vécu par l'opposition comme une perte définitive d'accès au gouvernement. Ce qui pourrait peut-être expliquer le fait que les partis d'opposition régulièrement font alliance avec les militaires qui apparaissent comme les seuls capables de déloger un parti qui est en train de se renforcer au pouvoir. C'est une hypothèse qu'il faut tester, mais ça a été le cas en 60, en 71, il y a 80, 97, à chaque coup d'État, il y a des coalitions sociales qui soutiennent l'armée et ce serait à tester de façon plus large, mais je pense qu'il y a une hypothèse là. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la façon dont l'AKP use ses positions gouvernementales? Je pense que ce qu'il y a de spécifique, c'est la marginalisation de l'armée qui a réussi à opérer le parti depuis 2002, puisque effectivement les partis de gouvernement ont toujours eu à craindre l'armée. Depuis 1950, depuis plus de 60 ans, on a à peu près 30 ans de cogestion militaire des affaires du pays. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. L'armée apparaît marginalisée, elle apparaît domptée par le politique. Alors, l'AKP a mobilisé plusieurs
ressort. Hein. Il a repris à son compte le projet européen du pays. Il a suivi les volontés de la Commission européenne qui souhaitait un cantonnement des militaires dans leurs casernes. Il a pu s'appuyer à partir de 2007 sur les institutions judiciaires pour obtenir l'arrestation, la condamnation de réseaux putschistes, mais donc de centaines de militaires, de généraux qui lui étaient hostiles, pour obtenir aujourd'hui, par le biais des nominations et des procès, eh bien, un état-major, entre guillemets, acquis, en tout cas beaucoup plus acquis à ses convictions que les précédents. Et ce qui, concrètement, hein, a produit ce qu'on a observé au printemps dernier, c'est-à-dire un mutisme de l'institution militaire, alors même qu'il y avait une possibilité de créer des alliances sociales nouvelles avec des forces sociales qui étaient mobilisées dans la rue, des partis politiques, etc. Donc, je vais effectivement synthétiser mon propos. Au final, quel a été l'impact de la crise? Schuld a posé la question, quel a été l'impact de Gezi sur les organisations de la société civile, sur les mouvements contestataires? Moi, je posais la question, quel est l'impact de Gezi sur la coalition sociale au pouvoir, sur l'AKP, sur le gouvernement? Moi, je pense que dans un premier temps, on peut considérer que l'AKP n'a pas subi de perte de légitimité. Alors en tout cas, le peuple était dans la rue, au niveau international on a critiqué le régime, mais les réseaux de légitimation du parti ont tenu. C'est-à-dire que l'armée, le patronat, les fonctionnaires, on n'a pas vu de faille importante dans les services de sécurité, donc le parti peut en plus s'appuyer sur une légitimité électorale, ce qui fait qu'un gouvernement ne s'est pas ébréché, en tout cas pendant cette crise. Les partis d'opposition n'ont pas réussi à politiser le mouvement. Après 10 ans de parti de gouvernement AKP, le GEP n'est plus en mesure de mobiliser, l'opposition est fragilisée. Hein. Les syndicats n'ont pas réussi à mobiliser leur base sociale. L'appel à la grève générale de la Caisse et de la DISC, hein, deux confédérations syndicales importantes, n'ont pas fonctionné du tout. Bon, donc il semble que l'AKP a pu semble être sorti par le haut de la crise. Hein. D'ailleurs, pour les prochaines échéances électorales, hein, une faute d'opposition structurée, le parti reste a priori favori, notamment pour les municipales et les présidentielles à venir. Mais davantage que ces élections, davantage que les mouvements de contestation sociale, politique, il me semble que, justement j'y reviens, ce soit une crise interne au réseau constitué autour de l'AKP, hein, des concurrences, des retournements d'alliances dans ces coalitions qui peuvent provoquer le changement. Et c'est sur ce point que je voudrais terminer mon intervention aujourd'hui, puisque la coalition au pouvoir semble déjà se diviser. Depuis décembre 2013, on assiste à une série de confrontations au sein de cette coalition au pouvoir. La principale ligne de fracture, elle oppose les réseaux du Premier ministre et ceux de la communauté religieuse du mouvement néo-confrérique de Fethullah Gülen. Une communauté qui dispose d'un réseau international d'écoles, d'universités, qui a donc formé une bonne partie du personnel politique et administratif sur lequel s'est appuyé l'AKP pour se substituer au réseau militaire, l'établissement laïco, kémalo, militariste, qui était dans l'État avant 2002. Et on sait qu'Erdogan, le Premier ministre, cherche à s'émanciper de cette communauté depuis quelque temps. On le voit puisqu'il veut fermer les cours de soutien, les cours du soir, les dersanés, les écoles de préparation, détenus en bonne partie par des membres du mouvement Gülen, donc couper une source de financement du mouvement. En réaction, mi-décembre, alors en réaction je ne sais pas, mais premier site de conflit important, c'est les écoles de soutien, c'est Dersané. Deuxième site de conflit, les institutions judiciaires, puisque en mi-décembre, une vague d'arrestations a frappé les proches du Premier ministre. Le fils du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Économie et du ministre de l'Environnement, des hommes d'affaires, des fonctionnaires ont été arrêtés, inculpés pour des affaires de corruption, d'enrichissement personnel. Très rapidement, le Premier ministre Erdogan a considéré que la communauté Gülen, qu'il qualifie de structure parallèle dans l'État, était l'instigatrice de ces enquêtes. Alors on n'en est pas sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit vrai ou pas, c'est pas très important, c'est la façon dont Erdogan désigne le coupable, fait de cette communauté le coupable, et que ça témoigne de dissension, de rupture interne. Et donc, un gouvernement qui veut restructurer maintenant la justice, confier le recrutement des magistrats, la responsabilité du recrutement des magistrats au ministre de la Justice, donc une réaction du Premier ministre. Donc on voit vraiment des dissensions, des fractures au sein du bloc au pouvoir, au sein des réseaux AKP. Et ce qui est intéressant, c'est que tout dernièrement, le parti
cherche justement à nouer de nouvelles alliances. Et il se tourne, et c'est surprenant à mon avis, il se tourne vers l'armée, vers les militaires, puisqu'il a affirmé, le Premier ministre, qu'il allait ouvrir des procédures de révision des grands procès qui ont abouti à la condamnation de centaines de militaires. Ceci alors même que l'AKP s'était appuyé sur la confrérie Gülen pour obtenir l'arrestation de ces mêmes militaires. Donc on voit que là, toute analyse culturaliste en quelque sorte ne marche pas, parce que tout est vraiment très stratégique, là, ce qui est en train de se passer. Donc voilà, on le voit bien, en Turquie, en quelque sorte, tout se passe comme si aujourd'hui les alliances étaient en train de se restructurer, de se retourner. Et à mon avis, ce qu'on voit bien, c'est que davantage que des élections, que des mobilisations protestataires, ce sont des ruptures au sein des réseaux de légitimation du parti au pouvoir, au sein de la coalition sociale au pouvoir, qui peuvent provoquer le changement politique. Et je m'arrêterai là d'ailleurs. Merci Benjamin pour cet exposé très clair qui nous montre effectivement comment on est passé en Turquie vers une construction de pouvoir de type hégémonique, plébiscitaire aussi, d'où effectivement les parallèles qui éventuellement ont pu établir entre le gouvernement d'AKP et des formes de bonapartisme, voire de poutinisme. Les structures de pouvoir institutionnelles ne sont pas ébranlées, mais en même temps on voit combien le facteur classe, le soutien des classes moyennes, le soutien d'une bourgeoisie puritaine qui s'alimente du pouvoir, mais en même temps qui alimente aussi les pouvoirs, peuvent fonctionner, et combien aussi les classes défavorisées, les couches défavorisées peuvent être parfaitement clientélisées. Et je crois que bon, cette hypothèse d'affrontement au sein du pouvoir, au sein du bloc du pouvoir, doit être prise au sérieux. Et en même temps, on voit que les rapports sont vraiment très dissymétriques. Dissymétriques parce que d'un côté, on a l'État, et de l'autre côté, on a une organisation de type Opus Dei qui est ultra élitiste, qui contrôle les structures élitistes du pouvoir, mais en même temps qui n'a absolument aucune base partisane. Et on a vu qu'en un petit mois, quelques 4 ou 5 000 fonctionnaires, juges, etc., on était tout simplement mutés ou licenciés. Donc vraiment, les purges ont été extrêmement impressionnantes, et on voit que cette organisation Opus Dei, parce que je sais comment c'est la qualification que j'ai donnée, qui a une réelle présence au sein de l'État, a peut-être surestimé ses effectifs. Donc, et surtout que le Premier ministre, mais aussi le ministre des Affaires étrangères, n'hésite pas de dire qu'il y a eu des sultans ottomans qui ont été obligés d'exécuter leurs fils pour préserver l'État. Le message est entendu, je crois qu'il est entendu. Donc voilà, donc, sans trop tarder, je passe la parole à Johan Benheim, qui va intervenir sur donc, la dimension régionale, cette fois-ci, des politiques de l'AKP, mais peut-être aussi de cette communauté Gülen. Merci beaucoup. Alors, Benjamin vient de nous montrer comment est-ce que l'État a été accaparé dans ces différents champs d'action publique par l'AKP. Et moi, je vais m'intéresser aujourd'hui à un champ d'action publique assez particulier, qui est donc la politique étrangère. Et donc, l'objectif de cette intervention va être de montrer comment est-ce que les nouveaux modes de production de la politique étrangère qui ont été mis en place par l'AKP au cours des années 2000, en fait, se reconfigurent, se remettent en place, sont redéfinis en temps de crise à la fois régionale, comme vient de le préciser Amit, mais aussi en temps de crise interne, donc lorsque les coalitions de pouvoir et les réseaux d'alliances se fissurent, comme on vient de le voir. Et donc, deux grandes questions vont se poser, c'est-à-dire la première question, ça va être de tenter de définir quels sont ces nouveaux modes de production de la politique étrangère qui ont été mis en place par l'AKP au cours de ces différents mandats. Et deuxièmement, ça va être de comprendre comment les différentes dynamiques qui définissent ces nouveaux modes de production expliquent en partie les difficultés actuelles qu'a l'AKP dans sa politique étrangère. Puisque, alors que durant les premiers mois du printemps arabe, cette nouvelle politique étrangère portée par l'AKP était censée permettre à la Turquie de devenir une puissance régionale, de s'imposer en tant que source d'inspiration pour les pays du printemps arabe, la Turquie n'a pas été la grande gagnante qu'elle espérait être, mais elle a été au contraire plutôt perdante 2 ans plus tard, puisqu'on voit en Syrie le maintien de Bachar al-Assad qui a déjoué les prévisions du gouvernement d'Ankara. La Turquie qui est très critiquée sur ce dossier par ses alliés occidentaux du fait de son laxisme supposé ou réel concernant les combattants djihadistes qui passent par son territoire pour aller en Syrie. En Égypte, le gouvernement des frères musulmans donc de Morsi, soutenu par la Turquie,
a dû faire face à un mouvement très important de contestation, puis à un coup d'État militaire, dénoncé bien entendu par le gouvernement de Erdogan, et à ces dynamiques externes qui fragilisent les positions turques, on a des dynamiques internes, donc le mouvement de Gezi bien entendu, qui a montré les tendances autoritaristes du gouvernement turc, et qui a été dénoncé par l'Union européenne, et aujourd'hui les tensions, les failles dans l'alliance entre Ankara et le mouvement de Gülen, sachant que le mouvement de Gülen a un réseau d'écoles très important dans le monde et donc participe à ce qui peut être appelé le soft power turc, puisque en fait de nombreuses élites, les élites de nombreux pays sont éduquées dans ces écoles et ils apprennent le turc, ce qui est un élément non négligeable pour le soft power de la Turquie, pour la diffusion d'une image positive de la Turquie. Or, on voit que ces différents éléments externes et internes réduisent la marge de manœuvre de la Turquie, développent un isolement diplomatique et font perdre une certaine crédibilité au gouvernement AKP, à la fois auprès de ses partenaires européens et à la fois auprès des différents pays de la région, puisqu'il n'arrive pas à imposer son point de vue dans les négociations régionales. Donc cette situation s'explique en partie comme le résultat des transformations qui ont eu lieu dans le champ de la politique étrangère sous les différents mandats de l'AKP. Et alors que ces transformations étaient vues comme un gage de succès, on voit que ces transformations sont des facteurs de vulnérabilité. Donc, comment définir la transformation du mode de production de la politique étrangère turque? On peut la définir comme étant une centralisation paradoxale, puisque en fait, elle est définie par deux dynamiques principales. La première dynamique étant la concentration du système de politique étrangère au profit de l'AKP et au détriment des anciens acteurs dominants du champ de la politique étrangère. Et la deuxième dynamique, qui vient compléter cette première dynamique, étant la diversification et le développement des phénomènes de décharge et de coopération avec les acteurs privés. Le mouvement de Gülen étant l'un de ces acteurs. Donc ce phénomène de décharge venant en fait aider la concentration du champ de la politique étrangère entre les mains de l'AKP. Et donc cette concentration se fait sur trois principales dimensions vont illustrer cette première dynamique. Premièrement, on voit une mise au pas des anciens acteurs dominants du champ de la politique étrangère. Donc on a parlé des militaires à l'instant, puisque en fait, la marginalisation des militaires dans le champ de la politique étrangère est passée notamment par leur mise à l'écart de dossiers sur lesquels ils avaient l'habitude d'avoir un certain monopole, je pense notamment au dossier du Kurdistan d'Irak, et par une remise en question du Conseil national de sécurité, qui était une institution phare dans la politique étrangère de la Turquie jusqu'à la fin des années 2000. Mais le ministère des Affaires étrangères est lui aussi remis en question dans son autonomie, puisque la loi de juillet dernier, qui donc remet en question les processus de désignation de certains postes de directeurs à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères à Ankara, cette nouvelle loi va permettre en fait à des ambassadeurs directement désignés par l'AKP, une fois leur mission faite à l'étranger, de revenir à Ankara et de pouvoir postuler à des postes de directeurs au sein du ministère des Affaires étrangères, au même titre que des ambassadeurs de carrière. Et donc là, il y a une vraie tendance à la désobjectivation de l'institution diplomatique au profit d'un entrisme de clients politiques de l'AKP, donc ça pourra être des journalistes ou des gens qui viennent du monde associatif proche de l'AKP. Et à cette tendance donc, de mise au pas des élites qui étaient donc des anciennes élites dominantes du champ de la politique étrangère, on a une montée en puissance du rôle du Premier ministre dans le champ de la politique étrangère, où depuis la fin des années 2000, le Premier ministre s'accapare des institutions, des instruments en fait, de politique étrangère. On a les centres Yunus Emre, l'Agence de développement et de coopération TICA, l'Agence de coordination de la diplomatie publique, sans compter bien entendu le MIT, qui joue aujourd'hui des rôles très importants dans la politique étrangère. Le MIT étant donc les services de renseignement turcs. Et donc on a en fait un processus qu'on pourrait qualifié de cannibalisation des institutions du ministère des Affaires étrangères par le Premier ministre. Et cette centralité du Premier ministre accentue aussi une troisième dimension
propre au champ de la politique étrangère turque sous l'AKP, qui est en fait le développement d'une expertise de cours, c'est-à-dire qu'une partie de l'expertise censée être privée, donc non étatique, sur les questions de politique étrangère, se retrouve aujourd'hui à défendre de manière systématique les positions du gouvernement. Et ce système n'est pas nouveau, puisque sous les militaires, il y avait déjà des think tanks qui étaient de manière systématique, donc, qui formaient une clientèle et qui venaient défendre les positions du gouvernement. La différence est que, enfin le paradoxe, est que dans un système qui est censé être démocratisé, on retrouve les mêmes structures de pouvoir et les mêmes structures de production d'une politique étrangère. Ce processus de concentration du champ de la politique étrangère n'est pas sans conséquence dans l'application de la politique, puisqu'on voit 3 conséquences principales. Premièrement, une augmentation du poids des perceptions des dirigeants dans la prise de décision. En Égypte, sur la question syrienne, sur la question égyptienne, c'est assez clair, puisque au fur et à mesure que le cercle décideur se réduit, que le processus, le champ se concentre, donc le poids des perceptions augmente. Le poids des considérations liées à la politique intérieure est aussi en augmentation, et on voit des parallèles explicites entre ce qui s'est passé place Tahrir et ce qui s'est passé place Taksim. Donc, légitimement, la répression par le coup d'État égyptien. Et enfin, l'absence d'une auto-analyse critique sur ces questions-là est flagrante, comme le montre le dernier discours de Ahmed Davutoğlu à la conférence des ambassadeurs, où malgré les difficultés actuelles de la politique étrangère turque, le discours reste sur les mêmes positions. Et donc, cette dynamique de centralisation donc, se fait par cette concentration que nous venons de montrer, mais se fait aussi, cette centralisation est rendue possible par des phénomènes de décharge et de coopération, et nous allons nous intéresser principalement, du fait de l'actualité, mais aussi du fait du peu de temps qui nous est imparti aujourd'hui, au rôle du mouvement de Gülen dans la politique étrangère turque, et comment est-ce que les reconfigurations actuelles d'alliance pourraient ou non poser problème. Donc, le mouvement de Gülen participe à la politique étrangère, a participé en fait à cette transformation du champ de la politique étrangère turque sous l'AKP par le développement de ces écoles dans le monde, comme nous l'avons vu, par le développement des activités de ces hommes d'affaires via l'association d'hommes d'affaires Tuskon, et en interne, le mouvement de Gülen a valorisé, a participé au discours visant à marginaliser les acteurs militaires du champ de la politique étrangère. Cette alliance a eu lieu pour plusieurs raisons. Premièrement, le mouvement de Gülen comme l'AKP partagent la même base sociale, et ils avaient le même ennemi qui était donc l'establishment kémaliste, et en particulier les militaires. Cependant, aujourd'hui, on voit cette alliance qui éclate, comme nous l'a montré Benjamin, notamment du fait qu'il n'y a plus d'ennemi commun, c'est cet ennemi qui représentait le ciment de cette alliance, et que des divergences de fond sont apparues. Gülen a critiqué la position d'Ankara et le ton, notamment au moment de la crise du Mavi Marmara. Le Mavi Marmara étant donc la flottille de Gaza où les militaires israéliens ont tué des militants, des activistes turcs qui venaient apporter de l'aide à Gaza, et qui a provoqué une grave crise. Et la position de Gülen a été assez hétérodoxe pour le coup, puisqu'il a insisté sur la nécessité du dialogue et de la bonne entente, même dans ces cas de tension très importants avec Israël. Et enfin, on voit que cette alliance éclate du fait de la concurrence dans le champ étatique pour l'accès aux ressources entre les réseaux de l'AKP et les réseaux gulenistes. Je ne vais pas m'étendre donc sur cela. Passons tout de suite en fait aux 2 grandes conséquences que l'on peut deviner en termes de politique étrangère. Dans son discours aux ambassadeurs du début du mois, le Premier ministre a ainsi insisté pour que les ambassadeurs défendent le point de vue du Premier ministre dans les pays dans lesquels ils sont en représentation, et donc défendent l'idée qu'il y ait un complot contre le gouvernement, ce qui est une critique implicite du mouvement Gülen. Et ceci va totalement à l'encontre de la position qui était jusqu'alors celle d'Ankara, qui était d'encourager au contraire les ambassadeurs à travailler, à favoriser l'implantation du mouvement Gülen, conscient de l'apport que l'implantation de ce mouvement représentait
pour la politique étrangère de la Turquie. Et donc, à cause de cette reconfiguration du système d'acteurs et des jeux d'alliances politiques en interne, on voit un risque, et visiblement, et c'est la tendance actuelle, de voir la Turquie, en fait, de voir le gouvernement AKP malheureusement se priver d'un de ses relais les plus influents, d'un de ses relais les plus importants en termes de politique étrangère. La deuxième conséquence, et je conclurai sur ce point, c'est le retour envisageable de la multivocalité, c'est-à-dire d'une politique étrangère multivocale sur certains dossiers. La multivocalité étant une situation dans laquelle un pays, et ici la Turquie, aurait des acteurs au sein de son champ étatique ou des acteurs non étatiques qui auraient des politiques différentes ou contradictoires sur un dossier donné. Et étant donné que la politique étrangère, comme nous venons de le voir, est déterminée par la reconfiguration des réseaux d'alliances et des jeux d'alliances régissant le champ étatique, en cas de forte compétition au sein de ce champ étatique, on voit l'émergence de cette politique multivocale, puisque la politique étrangère est ainsi utilisée dans ces jeux de compétition comme un champ de bataille, en fait, entre ces différentes institutions. C'est ce qu'on a vu au début des années 90 entre le gouvernement et les militaires sur le dossier kurde-irakien, autant de Turgut Özal. C'est ce qu'on a aussi vu sur le même dossier kurde-irakien, de manière moins flagrante peut-être, dans les années 2000. Et il est possible que l'on retrouve cette configuration-là sur le dossier syrien, puisque c'est en tout cas ce qui est vu comme tel, ce qui est perçu comme tel par le gouvernement, qui dénonce le nouvel État profond, pas l'État profond, mais disons une nouvelle structure parallèle, qui serait le mouvement de Gülen, et qui dénonce son action contre la politique étrangère de la Turquie en Syrie, puisqu'on a vu les locaux de l'IHH, qui est donc une association caritative, une association humanitaire proche du gouvernement d'Ankara, soupçonnée en fait par la police, qui est censée être proche du mouvement de Gülen. Donc l'IHH étant accusé d'être proche de réseaux terroristes et donc étant accusé de fournir des armes à Al-Qaïda en Syrie. Et de la même manière, le gouvernement accuse aujourd'hui une crise sur le fait que le gouvernement conteste le droit de certains procureurs à contrôler les camions qui passent en Syrie, puisque certains camions ont été contrôlés et il y avait des membres des services de renseignement qui étaient à l'intérieur. Et donc on voit le risque d'un renouveau de la politique multivocale, et là est tout le paradoxe de la situation actuelle, puisque c'est bien l'alliance entre l'AKP et le mouvement de Fethullah Gülen qui avait mis une fin à cette multivocalité de la politique étrangère. Et donc l'éclatement de cette coalition d'acteurs va éventuellement, et il semble que ce soit le cas, apporter un renouveau, réouvrir une phase de multivocalité dans la politique étrangère turque. Voilà. Merci Ronan pour cet exposé extrêmement informatif et qui montre aussi que la Turquie vraiment peut devenir un bateau ivre très prochainement. Je crois qu'il là aussi, peut-être, il faut souligner deux éléments. En premier lieu, je crois que la Turquie, mais aussi l'ensemble des pays du Moyen-Orient, se trouvent aujourd'hui pris dans des alliances paradoxales. Ils sont tous engagés dans un état de violence. Il y a un système régional basé sur la violence. Personne ne peut se soustraire à ce système de violence et en même temps, personne ne peut gagner avec la violence. Donc, d'où le blocage qu'on avait déjà connu dans les années 80. Et le blocage des années 80 à l'échelle régionale avait duré une bonne dizaine d'années. On peut craindre qu'aujourd'hui, la donne macro ne change pas. Et en même temps, chacun change d'alliance de manière assez paradoxale, selon les intérêts tactiques plus que stratégiques. Et puis, il y a un deuxième point qui me paraît vraiment très important. Il y avait effectivement cette alliance entre Erdogan, Davutoglu et Gülen qui permettait de donner une sorte de cohérence à la politique étrangère turque, mais aussi à l'identité du gouvernement. Autrement dit, il fallait définir la turcité par l'islam et définir l'islam par la turcité. Et je crois que les trois acteurs étaient d'accord sur ce point-là, sauf que s'il y a aujourd'hui une guerre civile au sommet et dans les ambassades, on ne sait plus du tout comment cette double redéfinition va être possible. En tout cas, il est évident qu'il y a eu une sorte d'illusion de puissance en Turquie, l'illusion de puissance concernant l'homme Erdogan qui est très puissant, et en même temps, il y avait eu une sorte de transfert de cette puissance d'Erdogan vers la Turquie, et c'est là qu'il sans doute il y a eu une erreur de lecture de la part de l'ensemble des acteurs. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à Jérôme Mertot, qui je remercie très vivement
d'être ici parmi nous pour une intervention une discussion d'une douzaine de minutes. Oui, pas plus. Voilà. Pas plus, rassurez-vous. Écoutez, merci beaucoup de votre invitation qui montre que vous participez d'un mouvement dans les sciences sociales qui consiste à décentrer les regards qui pendant longtemps ont été culturalistes, c'est-à-dire centrés uniquement sur la sphère culturelle en question. Je vous en remercie et je suis content d'être à la périphérie néanmoins de cette table ronde parce que mes centres d'intérêt sont très très périphériques, voire très éloignés par rapport à la Turquie, puisque je travaille sur des pays eux-mêmes d'ailleurs très éloignés, d'un côté la Pologne et de l'autre la Tunisie. Il y a une logique à cela, mais ce n'est pas le lieu de la présenter. Alors j'ai appris évidemment beaucoup de choses en vous écoutant, en lisant aussi les esquisses de papier que certains en tout cas que j'ai pu recevoir, qui sont davantage des analyses de la situation politique en Turquie, à partir de terrains de recherche que chacun dévoile, que de véritables papiers de recherche. Donc c'est pas en tant que papier de recherche que je vais discuter, mais davantage du point de vue des différents éclairages que vous faites de la situation politique turque. Alors si on avait à rassembler un petit peu tous ces papiers autour de questions communes, je dirais que, et d'ailleurs c'est un petit peu indiqué dans le sous-titre, le sous-intitulé de la séance, tous se ramènent au mouvement Gezi, alors plus ou moins directement, avec plus ou moins du terrain de l'événement protestataire lui-même, et tous en tout cas sont, me semble-t-il, intéressants et contribuent à une analyse, on pourrait dire même à une sociologie de cet événement. Alors ça me permet du coup de questionner les différentes interventions du point de vue d'une sociologie de l'événement politique ou sociopolitique et de ce qu'il révèle des logiques qui travaillent une société, et en particulier la Turquie. Alors, je vous propose d'entamer cette discussion, je vous promets d'être court, en décomposant tout simplement l'événement, ou en décomposant l'événement du point de vue des regards que l'on peut porter sur lui. Vous le savez, l'événement, en sens social, est redevenu, j'allais dire à la mode, en tout cas un objet en soi, et c'est tout à fait du coup intéressant de travailler sur un événement comme celui de Gezi, même au plus proche temporellement de l'événement, ce qui permet de recueillir des données sur cet événement. Et ce qui évidemment emporte quelques limites, puisqu'on est un petit peu collé à l'événement et que du coup il y a peut-être des choses qui ont été dites qui mériteraient peut-être d'être repensées dans quelques années. Je vais y venir tout à l'heure. Alors pour décomposer l'événement, je dirais que les différents papiers, de façon d'ailleurs très différente, disent des choses sur la genèse de l'événement, puis sur ses modalités de déploiement, de déroulement, disent des choses aussi sur l'issue de l'événement, disent des choses sur, c'est un petit peu différent, les effets de l'événement, un petit peu aussi sur la postérité de l'événement, et j'allais dire, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant, me semble-t-il, disent beaucoup de choses sur ce que l'événement révèle de la situation turque, mais aussi des logiques structurelles qui organisent la société et la politique en Turquie. Alors d'abord sur la genèse. La genèse de l'événement, c'est quand même une question tout à fait fondamentale quand on veut s'intéresser à un mouvement protestataire, à un changement de régime, à une révolution, comme c'est mon cas en Tunisie. On essaie de comprendre comment advient un tel événement. Alors, dans les différentes interventions, c'est surtout Isil, j'espère que je prononce bien, qui s'intéresse à la genèse de l'événement, mais sans véritablement construire comme objet de recherche le fait de réfléchir aux différentes conditions qui ont permis à cet événement d'advenir. Si je vous ai bien lu et écouté, pour éclairer justement la genèse de l'événement, vous vous intéressez aux raisons d'agir verbalisées par les manifestants. Donc vous demandez un petit peu ce qu'ils disaient dans les slogans, ce qu'ils pouvaient dire aussi aux journalistes étrangers. Et puis vous évoquez aussi des éléments, disons, structurels, relatifs aux différents secteurs mobilisés, que ce soit dans l'université, dans le syndicalisme, vous évoquez le mécontentement des classes moyennes, et du coup vous mettez en évidence des logiques qui travaillent donc des secteurs. Et c'est là où ma critique va être peut-être c'est plutôt une question en tant qu'une critique, mais vous faites finalement, vous expliquez finalement cet événement
en mettant en évidence des logiques causales qui travaillent les différents secteurs mobilisés. Par exemple, vous évoquez le mécontentement des classes moyennes, ou vous évoquez les évolutions dans l'université. Et au fond, vous vous rapprochez d'une analyse assez communément développée dans les analyses sur les changements de régime ou les révolutions, en termes de frustration relative, par exemple. Où l'on dit, au fond, que ce n'est pas le fait d'être pauvre, par exemple, qui fait que vous vous mobilisez, c'est le fait d'obtenir, c'est pas forcément d'être pauvre, objectivement, mais c'est simplement de ne pas obtenir ce que vous pouviez espérer obtenir en fonction des diplômes que vous avez. Par exemple, un travail à la hauteur des espérances mises dans le diplôme. Alors, vous ne développez pas vraiment cette analyse en termes de frustration relative, même si j'ai l'impression, enfin, moi j'ai des ressentis implicitement en vous lisant. Alors j'avais envie de savoir ce que vous en pensiez, sachant qu'elle a aussi des limites, cette analyse, puisque la frustration relative ne fait pas la mobilisation. Je donne un exemple, la Tunisie, alors, très très important exemple à mon avis, puisque on a souvent expliqué le mouvement tunisien par la multiplication des diplômés chômeurs. Donc qu'est-ce qu'un diplômé chômeur? C'est un diplômé frustré, qui n'a pas le travail qu'il était censé, ou qu'il pouvait censément espérer obtenir compte tenu de son niveau d'études. Et donc l'immolation de Bouazizi serait le fruit de cette frustration relative, sauf qu'il y a eu beaucoup d'immolations qui n'ont pas produit l'événement protestataire. Donc, du coup, il y a un chaînement encore. Donc j'avais envie de savoir justement comment vous reliez les évolutions qu'ont connues ces différents secteurs avec la mobilisation. Qu'est-ce qui fait qu'il y a mobilisation? J'allais dire, on peut même, quand on s'intéresse à la genèse d'un événement protestataire comme celui-là, distinguer deux choses. Il y a la genèse immédiate, c'est-à-dire ce qui produit la première, disons, mobilisation, et après ce qui explique son extension. Alors, extension relative, hein, si on suit ce que disait Benjamin Goris, extension limitée, mais extension quand même, avec un écho médiatique, disons, international, etc. Donc, questions, à mon avis, qui sont intéressantes. Alors, justement, alors, je reviens à la Tunisie, mais et aux différents mouvements qu'ont connus certains pays arabes, qu'on a appelé les révoltes arabes, ce qui est aussi intéressant lorsqu'on regarde les travaux qui ont porté sur ces différents pays, c'est qu'on a pu distinguer à la fois des conditions de possibilité qui rendent possible un événement. Donc, par exemple, le diplômé chômeur, c'est une réalité objective, personne ne la conteste, et sans doute un élément qui permet d'expliquer l'événement protestataire. Mais on n'explique pas par la situation du diplômé chômeur la mobilisation elle-même. Et du coup, au-delà des conditions de possibilité, est-ce qu'il n'y a pas un effet propre à l'événement lui-même, c'est-à-dire un effet de la contingence événementielle dans le déroulement même de l'événement protestataire en Turquie? En Tunisie, je redonne l'exemple tunisien, mais il est vraiment très très éclairant. Qu'est-ce qui fait que la protestation se développe assez massivement à Sidi Bouzid le lendemain de l'immolation de Mohamed Bouazizi? Beaucoup ont dit, les commentateurs ont dit, c'est parce que la population n'en pouvait plus. Comme si 2 ans avant, elle en pouvait encore un peu. En fait, c'est impossible à démontrer, objectivement. Non, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain de l'immolation de Bouazizi, à Sidi Bouzid, c'était jour de marché. Et qu'il y avait énormément de gens face au gouvernorat, le marché est juste à côté, et que la première mobilisation qui s'est développée ce jour-là, eh bien, elle a trouvé son public. Et son public s'est mobilisé parce qu'il était présent. En plus, c'est le jour où tous les Bouzidis qui travaillent sur la côte rentrent pour le week-end, même pour les vacances, dans leur famille, parce que beaucoup de gens qui vivent dans l'intérieur travaillent sur la côte où il y a des emplois. Donc il y avait beaucoup de monde, beaucoup de gens, et c'est ce qui a pu expliquer les premières mobilisations assez importantes. Alors, ça n'explique pas non plus l'extension nationale du mouvement, mais c'est d'autres éléments contingents qui vont peut-être pouvoir l'expliquer. Donc j'avais envie de savoir, si on revient sur Gezi, qu'est-ce qui explique à la fois le déclenchement et l'extension de ce mouvement. Deuxième série de questions sur donc un deuxième aspect de l'événement qui est son déroulement lui-même, la composition des groupes mobilisés, les répertoires d'action
Et puis aussi l'attitude du pouvoir. Alors il y avait là encore beaucoup de choses dans le papier de Isil, mais pas grand-chose justement sur le rôle du pouvoir. Alors Benjamin en a un petit peu parlé, mais plus concrètement, plus spécifiquement, est-ce que les logiques de maintien de l'ordre ont été étudiées? Est-ce qu'il y a eu des observations sur la façon dont la police elle-même essayait de réprimer le mouvement? Voilà, ça va trop vite. Alors sur la composition d'ailleurs des mobilisés, je renvoie à l'intervention tout à l'heure de Demet sur la jeunesse. Donc j'avais une question à poser à ce sujet. Vous avez évoqué tout à l'heure la jeunesse turque, déconstruit ce que vous avez appelé le mythe d'une jeunesse conservatrice en Turquie. Bon, moi je me souviens des travaux de Pierre Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot, etc. Bon, il y a plusieurs jeunesses en Turquie comme ailleurs, donc il y en a plusieurs en Ukraine aussi, il y en a plusieurs en Tunisie, donc j'avais envie de savoir s'il n'y avait pas aussi une jeunesse AKP, puis une jeunesse qui n'avait pas envie de manifester à Gezi, qui n'avait peut-être rien à revendiquer. Ça me rappelle le débat encore tunisien où une certaine jeunesse cherche à monopoliser le discours sur la jeunesse, nous empêchant peut-être de saisir la pluralité, la complexité de ce groupe social, dont vous avez bien raison de dire qu'il était politisable et politisé. Troisième aspect, la question de l'issue du mouvement. Alors là, je trouve qu'il y a un débat entre vous tous, notamment entre Benjamin et Isil. Quand on lit Isil, on a plutôt l'impression de réussite du mouvement, puis quand on lit Benjamin, si on le lit de manière politique, on a plutôt l'impression d'un échec complet de cet événement. Moi, ce qui me semble important, c'est peut-être de s'interroger sur les autres issues possibles, non advenues de cet événement. Quelles auraient-elles pu être. On aurait pu imaginer une alliance entre l'opposition et l'armée, un peu comme ça a toujours été un peu le cas, d'après ce que dit Benjamin. On aurait pu imaginer aussi une évolution un peu à la tunisienne, un mouvement populaire, un changement de régime, sans l'armée, ou bien avec un soutien relativement discret de l'armée. Et la question qui se pose, du coup, c'est qu'est-ce qui fait que la radicalisation a été relative, que le mouvement n'a pas abouti à un changement de majorité, et même pas à un changement de régime. Alors là, je trouve que l'analyse que propose Benjamin Boris est tout à fait intéressante, puisqu'il met l'accent sur justement la résilience du régime et sur les différents réseaux d'élites, les transactions collusives entre ces différentes élites, qu'il analyse à deux niveaux. D'abord, il explique la domination AKP sur l'État et la société, et puis à un deuxième niveau, il montre que cette domination n'est pas nouvelle, puisque les mécanismes sont durables, plus anciens dans le système politique turc. Bon, mais ça pose quand même quelques questions. Alors, les questions sont très rapides. D'abord, j'avais envie de savoir ce que pensent les autres de la marginalisation de l'armée. Bon, j'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez l'air d'être un petit peu en accord avec ce que disait Benjamin, mais ce que dit Benjamin lorsqu'il dit que l'AKP, enfin Erdogan recommence finalement un peu à faire une sorte d'alliance avec l'armée, est-ce que c'est pas contradictoire quand même avec l'analyse forte que tu proposais? Est-ce que tu n'as pas tendance à trop insister sur la clôture du jeu politico-institutionnel, puisque quand même il y a eu un mouvement, Gezi, et ce mouvement a recruté dans des franges qui semblaient être quand même plutôt des soutiens au régime à un moment donné. Donc qu'est-ce qui fait que certains secteurs restent dans un rapport, disons, de consentement clientélaire avec le régime, et pourquoi d'autres échappent quand même à la mainmise de l'AKP? Ça, c'est une question que je trouve intéressante, parce qu'on n'est quand même pas tout à fait les mêmes, pas tout à fait d'accord, hein, si je vous ai bien écouté. Puisqu'il me reste 20 secondes, je vais être très, très rapide sur les effets et les conséquences. Alors, juste un élément sur les conséquences, c'est que bon, est-ce qu'on peut déjà, formuler les effets comme des effets à long terme? Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein, ce que vous dites, mais on a quand même tendance à vous lire comme ça. On a tendance à dire, voilà, les effets de mise en visibilité de telle opposition, des jeunes, etc., qu'il y a déjà des transformations au sein des partis, au sein des syndicats. Bon, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on ne tombe pas là dans deux écueils qui sont relatifs à l'appréhension des effets liés à un événement? Premier écueil, c'est
On accorde trop d'importance à un événement, même s'il est de grande ampleur. Et deuxième écueil, c'est qu'on lui impute toutes les évolutions constatées après coup. Vous savez, celles qui ne sont pas forcément en rapport d'ailleurs direct avec l'événement. Je pense ici, pardonnez-moi, mais quand même je ne peux pas ne pas parler un tout petit peu de la Pologne, puisqu'il y a quelques années, en 2010, il y a eu un grand événement en Pologne justement qui a été, vous savez, cette tragédie de Smolensk, lorsque le président et toute sa suite est allé s'enterrer, sans jeu de mots, dans un cimetière polonais à Smolensk en Russie, et que cet événement a eu un retentissement considérable. Donc cet accident d'avion tragique qui a marqué l'histoire de la Pologne. Et immédiatement après l'événement, beaucoup ont dit oui, c'est un événement qui a des effets considérables sur les relations avec la Russie, par exemple. Certains ont dit, alors qu'ils étaient en train de se réconcilier, la Pologne et la Russie, ça y est, c'est terminé, vont redevenir les faux amis qu'ils ont toujours été. En réalité, depuis 2010, les rapports avec la Russie sont fluctuants, et que personne ne peut dire ce que ça a vraiment produit sur les rapports avec cette grande puissance. De la même façon qu'on a eu une mise en visibilité du camp laïque après la tragédie de Smolensk, face au déferlement des discours religieux nationalistes au cours de l'inhumation du chef de l'État, mais les rapports de force électoraux n'ont pas évolué, ou alors très très peu. Il y a des effets symboliques très forts, et au fond ce qu'a permis Smolensk, c'est que ça a permis de renouveler les arguments nationalistes, ça a permis de mettre en visibilité certains acteurs, mais ça n'a pas considérablement transformer les règles du jeu politique. Donc, je pense que là, peut-être faudrait-il relativiser les effets d'un événement, même si on sait que les effets peuvent être instituants. Et je terminerai du coup en posant quand même une question à Yohanan, parce que je crois que c'est le seul à qui j'ai pas posé de question, sur les effets précisément. J'avais juste envie de savoir, pendant la crise de Gezi, quel a été le rôle des ambassadeurs, des ambassades, des diplomates turcs. Est-ce qu'il y a eu toute une mobilisation des diplomates à ce moment-là? Est-ce qu'ils étaient mobilisés? Est-ce qu'ils étaient prêts à défendre la vision du gouvernement? Et est-ce qu'il y a un effet, alors tout en étant très prudent sur les effets, mais de redéfinition du soft power depuis vis-à-vis de l'international? Je sais qu'en Tunisie est en train de s'installer une télévision du type France 24, donc Turquie 24, je ne sais pas pour le monde africain. Donc est-ce que ça c'est un des effets de cet événement? Et puis-je faire une post-face, un propos post-conclusion, pour dire que sans doute l'approche la plus passionnante ou la plus intéressante lorsqu'on est face à un événement comme celui-là, c'est de s'interroger sur l'événement comme révélateur des conceptions politiques de la jeunesse, révélateur des logiques de politique étrangère, révélateur des modalités structurelles de structuration, des modalités structurelles de continuité d'un régime et des règles du jeu politique. C'est tout. Merci. Bien, merci beaucoup. Donc merci de cette discussion et de ces propositions et questions. Permettez-moi de vous trahir du coup avant de donner la parole en une minute par chacun. Donc il y avait la question effectivement sur le rapport entre la perspective de causalité et les dynamiques de processus. En deuxième lieu, la question de la jeunesse, est-ce qu'on peut prendre la jeunesse en tant qu'acteur ou est-ce qu'il faut pas avoir une approche infiniment plus dynamique, tendue et déchirée et pluraliste. En troisième lieu, les ressources de durabilité du régime en Turquie. En quatrième lieu, le statut de l'événement. Et en cinquième lieu, donc, quel impact Gezi a pu avoir très concrètement chez les ambassadeurs, dans les ambassades en Turquie ou dans les antennes turques à l'étranger. Donc ce que je suggère, c'est de donner la parole, mais vraiment très brièvement, une demi-minute par personne. Ou peut-être qu'effectivement, on peut peut-être prendre les questions tout de suite de la salle, et puis au fur et à mesure, vous ajouterez également un élément de réponse. Donc voilà. Allez-y. Oui, alors j'aimerais avoir votre avis concernant cet engouement pour ces écoles privées, les Darjanais. Je voudrais savoir pourquoi ces écoles-là ont tant et tant de succès. D'accord, merci. Allez-y. Oui, je vous ai... Oui, moi je voudrais juste
revenir sur ce que vous avez soulevé comme point en tant que discutant. Vous avez parlé justement de l'explication de l'événement. Effectivement, c'est pas vraiment un événement disons, qui s'est déclenché uniquement sur un moment. Il y a des antécédents très longs. Et les gens, ils étaient déjà en train de se mobiliser depuis plusieurs années en fait. Donc c'est pas comme ça, comme une immolation ou quelque chose qui explose. C'est quelque chose qui a été cuisiné petit à petit et qui a duré très très longtemps à préparer. Et la réaction du peuple et de la jeunesse ou d'autres couches qui se mobilisaient était déjà là. Donc c'était un moment de cristallisation en fait, un moment d'unité. Et je voudrais juste que chacun revienne aussi sur les antécédents qu'on n'a pas évoqués par rapport à son angle d'attaque, d'explication. Comme ça, je me rejoins à vous pour votre question. Merci. Merci, monsieur. Bonsoir. Un des intervenants a évoqué le fait que la disparition ou l'affaiblissement d'un ennemi commun avait permis la résurgence de dissensions au cœur même du groupe ou de la coalition au pouvoir. Est-ce qu'il a été envisagé aussi l'inverse, c'est-à-dire que la réapparition d'un ennemi commun, que ce soit une agression militaire extérieure, une reprise du terrorisme, tout simplement le fait que le tremblement de terre tant craint sur Istanbul frappe et ressoude la majorité ou même l'ensemble de la société grecque. Merci. Monsieur? Oui, juste un mot, je voudrais savoir quel est le rôle ou l'influence du président de la République en Turquie et s'il n'y en a aucun, pourquoi est-ce qu'Erdogan est candidat? D'accord, merci. Donc, je vous allez-y. Moi, j'aimerais savoir s'il existe des différences politiques et idéologiques entre l'AKP et la Cemaat. Expliquez qu'est-ce qu'est Cemaat. La confrérie de Fethullah Gülen. Parce que j'ai l'impression que tout le monde me dit non, ils pensent la même chose et du coup, j'arrive pas à m'expliquer mes alliances. D'accord, merci. Allez-y. Moi, je voulais savoir si on ne pouvait pas considérer que le mouvement Gezi aurait pu aussi contribuer à accélérer l'éclatement de l'alliance au pouvoir entre Gülen et Erdogan, puisque la position de Gülen a été un peu différente de celle d'Erdogan et assez critique. Merci. Plutôt que de remonter à Marmara qui est assez D'accord. Merci. Donc, j'ai encore 2 demandes de prise de parole, ou 3 même. Allez-y, monsieur. En fait, j'ai pas une question, je veux justement citer une petite chose. Oui, brièvement. Voilà, c'est le fait que les acteurs, actrices, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer, en fait, font une partie importante dans le mouvement. En fait, c'est important aussi pour écarter l'homophobie parmi les composants du mouvement. Très bien, donc là je crois qu'il va... Allez-y très brièvement aussi s'il vous plaît. Oui, moi c'est plutôt une déclaration peut-être sur la jeunesse turque. En écoutant Mademoiselle Ducuslu, on a eu l'impression comme quoi en Turquie il y avait une jeunesse kémaliste depuis toujours et ils étaient très politiques et actifs en Turquie, puis ils ont participé à la Gezi. Par contre, à mon avis, en Turquie, il y avait toujours des mouvements de jeunesse. Il y avait des mouvements jeunesse islamistes comme les Mujahid, par exemple, et puis du Gençlik, la jeunesse conservative, et puis nationaliste. Et puis il y avait la jeunesse peut-être séculaire et de gauche, etc., les militants de gauche, mais la jeunesse kémaliste a été plutôt fondée à la fin des années 90, et puis renforcée par les événements qui ont eu en Iran. C'était pour ça qu'ils disaient, la jeunesse kémaliste disait que nous sommes, d'un côté ils disaient nous sommes les soldats de Mustafa Kemal, et après il y avait aussi les jeunes qui disaient nous sommes les soldats de Mustafa Kemal, d'un chanteur. D'accord. Merci beaucoup. Madame Ducuslu vous répondra. Professeur Elda. Un tout petit commentaire, je crois qu'on a utilisé le terme de mouvement un peu trop facilement. Événement, oui, mouvement, non. Or, j'ai beaucoup entendu parler de mouvement et je crois que le problème, c'est que l'événement n'est pas un mouvement forcément et le terme mouvement crée une attente. Et je crois que c'est un problème. D'accord, un grand merci. Donc je vous remercie vraiment tous. Vous avez été excellents avec les questions très concises. C'est vraiment un bonheur pour un président de séance. Et là, on ne prendra pas d'autres questions. On a pris toutes les questions. Et donc, vous avez chacun 2 minutes et demie.
pour répondre. Merci pour votre question. Bon, concernant la causalité des événements, en fait, je voulais parler aussi du côté de ce qui n'a pas marché dans le mouvement. Et j'ai pas eu le temps de me consacrer à ce sujet-là. Professeur Elden vient de dire événement et pas mouvement. Bon, en fait, on peut dire, on dit résistance de Gezi, ce qui peut-être je sais pas, mieux, je sais pas. Donc la résistance de Gezi, ça n'a pas provoqué un changement de gouvernement parce qu'en fait, normalement, comme vous avez dit, les frustrations, les raisons de frustration relative ne font pas forcément des mobilisations. Et là, en fait, il y avait des groupes qui se sont mobilisés, mais également il y avait des choses, des obstacles structurels et aussi il y avait des couches qui n'étaient pas mobilisées au cours des manifestations. Donc c'est pour ça en fait il y avait la manque de coordination d'un parti et aussi il y avait l'inertie des syndicats et le taux de participation plus faible des ouvriers. Donc le fait d'être ouvrier n'a pas provoqué la participation des ouvriers massivement au sein des manifestations. Et il y avait un soutien quand même par rapport au gouvernement. Il y avait une confiance à la personnalité d'Erdogan par les couches populaires et par sa base électorale. Et il y avait aussi le facteur des arrestations et des gardes à vue qui a fait que les manifestations n'ont pas fait un changement, n'ont pas provoqué un changement de gouvernement. Et par contre, le fait que j'ai parlé des raisons de participation structurelle et aussi des raisons verbales, comme vous avez dit, parce qu'en fait, normalement, on dit toujours que le mouvement Gezi a éclaté comme ça, en fait, tout d'un coup, et c'était le premier événement, la première résistance qui a eu lieu sous le gouvernement de l'AKP, mais en fait, comme vous avez dit, c'était pas en fait une manifestation spontanée parce qu'il y avait des mobilisations depuis des années sous le gouvernement de l'AKP, organisées à la fois par les syndicats et aussi par les différents partis politiques. Donc je fais plutôt une analyse des mobilisations des ressources et aussi d'analyse des coûts et aussi d'avantages de mouvement, de participer au mouvement. Merci. J'ai essayé d'intervenir aujourd'hui sur les politiques de la jeunesse de l'AKP, donc sur la construction de la jeunesse par l'État. Donc, quand je parle du mythe de la jeunesse, je parle plutôt de cette construction de la jeunesse par l'État et pas de la jeunesse. Donc, vous avez tout à fait raison. Il y a vraiment une hétérogénéité de la jeunesse, mais j'ai seulement parlé de cette construction de l'État et j'ai essayé de noter que ce mythe de la jeunesse construit par l'État est remplacé avec un mythe de la jeunesse conservateur. Et c'est le problème avec les mythes de la jeunesse, parce que les mythes de la jeunesse essayent de homogénéiser les jeunes. Comme vous avez dit, il y a la jeunesse au pluriel, et c'est ça mon problème avec ce concept de mythe de la jeunesse, cette construction, parce qu'on essaie de ne pas voir toutes ces différences et toute cette hétérogénéité, et je crois que c'est aussi le problème avec le mythe de la jeunesse de l'AKP aussi. Pour compléter ce que disait Chuck, je pense aussi qu'il faudrait travailler sur les perceptions aussi des participants à l'événement, notamment sur le fait que ça arrive après tous ces printemps arabes et qu'il y a l'idée que ça peut changer quelque chose. Je pense que de la part des participants, il y aurait peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là. Il y a aussi le fait qu'une bonne partie des organisations qui ont participé à cet événement, c'est des organisations de la gauche laïque, nationaliste, mais qui étaient en état de mobilisation, enfin c'est des réseaux dormants, mais qui étaient encore mobilisés, qui ont bénéficié pendant de nombreuses années de soutien militaire, etc., qui ont été fragilisés depuis 2007 par l'AKP, mais qui conservaient des structures de mobilisation, ce qui a pu expliquer aussi la structuration du mouvement rapide au départ. Donc c'est des choses qui sont des pistes de réflexion pour comprendre la structuration du mouvement et pour comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il a eu assez de mal à se diffuser ce mouvement. C'est aussi par le manque de moyens de ces organisations.
manifestation-là en termes d'organisation et par rapport aux moyens dont il pouvait disposer il y a quelques années de cela. Voilà sur la marginalisation de l'armée et paradoxalement le coup que tente Erdogan en se rapprochant des militaires. Alors là, on est vraiment dans l'actualité voilà, très chaude. Pour le coup, je ne m'aventurerai pas à disserter là-dessus parce que c'était plutôt au caractère informatif qu'autre chose. Pour répondre très rapidement à une ou deux petites questions, l'engouement pour les écoles privées, c'est-à-dire que l'accès aux universités, c'est quelque chose d'hyper concurrentiel et qu'il y a une course au point lors du concours et il faut absolument prendre des cours dans ces cours du soir pour pouvoir accéder à de bonnes universités en Turquie, puisque c'est en fonction du rang de classement de sortie du concours qu'on accède à telle ou telle université, selon la qualité de l'université. Et puis effectivement, si un parti politique se restructurait, on a le HDP qui s'est structuré, qui rassemble des forces de gauche, si un parti d'opposition crédible se structurait en Turquie actuellement, eh bien, ça aurait peut-être pour effet de ressouder effectivement les rangs de la coalition au pouvoir. Ça, je pense que c'est un effet tout à fait possible. Je m'arrête là peut-être pour le président. Oui, alors sur la question des ambassadeurs, pour être honnête, je n'ai pas du tout d'informations à ce sujet, mais ça m'étonnerait d'une, ça ne me paraîtrait pas étonnant. Et de la même manière, étant donné que sociologiquement, ce n'est pas forcément la bureaucratie qui est la plus proche de l'électorat de l'AKP, ça a dû poser certaines tensions, si ça a eu le cas. Mais si ça a été le cas, je ne préfère pas m'aventurer sur ce type de supposition, sachant que j'ai peu d'informations dessus. Alors juste pour rebondir sur la question de l'ennemi commun, je suis peut-être pour une petite nuance sur ce que vient de dire Benjamin, j'ai l'impression quand même qu'il y a une ligne qui a été franchie avec les affaires de corruption. C'est un conflit qui est quand même majeur, qui ne date pas non plus du Mavi Marmara, vous avez tout à fait raison, qui ne date pas non plus de Gezi. Si on peut trouver un élément qui semble être à l'origine, c'est plutôt la question kurde en fait. Hein. Comment est-ce que, quel choix, mais c'est quel choix, en gros, pour ou contre les négociations avec le PKK, sachant que le mouvement de Gülen était plutôt, du fait de son investissement massif dans les régions kurdes de Turquie, sur cette question-là, dans une stratégie qui n'incluait pas la négociation. Mais encore, ce point de divergence politique doit être pris en compte dans un cadrage plus large, qui est le fait qu'on a des réseaux en concurrence, donc d'un point de vue plus matérialiste, on a des réseaux en concurrence pour le partage des ressources. D'un point de vue idéologique, on a l'AKP qui est plus dans... On a deux approches différentes pour le même objectif, en effet. L'AKP étant plus dans une approche de haut en bas. Hein. On prend le pouvoir et ensuite on islamise via de la réglementation. Alors que le mouvement de Gülen n'a pas de but politique affiché et est plus dans une base en haut, c'est-à-dire qu'on forme les élites, on islamise la société par le bas. Sur la question sur la question du président de la République, en effet c'est une question extrêmement intéressante puisque c'est l'un des débats qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si Gül, donc Abdullah Gül, le président de la République, serait le vainqueur de la confrontation entre Erdogan et Gülen. C'est un débat qui est difficile à trancher puisqu'il a eu des positions assez fortes ces derniers temps, notamment au sujet de la position qu'il pourrait prendre concernant la réforme de la justice. Mais comme Bülent Arınç, Abdullah Gül a déjà eu des positions comme ça où il menaçait de faire quelque chose, il menaçait de prendre position. Et donc la question est de savoir si cette fois-ci son ambition personnelle au niveau politique se prendra le dessus, mais pour l'instant ça n'a pas eu lieu. Pour l'instant il a souvent parlé de ce type de position, mais il n'est jamais rentré dans la confrontation. Et je ne sais pas s'il a la base populaire, le charisme nécessaire pour le faire. Il y a eu quand même pas mal de questions qui n'ont pas été, vous avez tous été très engagés dans la discussion avec votre discutant. Peut-être 2 ou 3 éléments. Je pense que si Erdogan veut avoir la présidence, c'est à condition de maintenir en même temps son bloc hégémonique. Donc voilà, je crois que là c'est un premier élément qui est très très important. Gezi a joué un rôle, mais je pense que l'affrontement est infiniment plus
profonde entre les deux courants. Il y a un courant qui est quand même élitiste et ultra élitiste, l'autre courant qui est populiste. Il y a un courant qui vient d'un engagement partisan datant des années 60, l'autre qui a une autre tradition élitiste. Il y a cette volonté de contrôler l'État, mais à partir d'un système tutélaire. Donc il y a vraiment beaucoup de différences. Je crois que concernant la question de la jeunesse kémaliste, non, la jeunesse kémaliste existe depuis les années 50-60. Je veux dire, ce n'est pas uniquement un événement qui a émergé à la fin des années 80. Je crois que pour la première fois, effectivement, en Turquie, il y a eu cette légitimation des minorités sexuelles autres. On l'a vu, la gauche, la mouvance kurde, etc. l'ont soutenu. Là, il y a eu un changement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport aux questions qui ont été posées? Et puis je crois qu'effectivement cette remarque sur est-ce que c'est un mouvement, est-ce que c'est un moment, est-ce que c'est un événement, est-ce que c'est un repère, c'est une question qui a vraiment des implications épistémologiques très très fortes, parce que je crois que l'AKP a réussi à radicaliser 4 ou 5 mouvements très différents les uns des autres. Il ne s'agit pas d'un seul mouvement. Et en gros, je crois qu'effectivement ça constitue sans doute un repère. Mais un historien dans 20 ans, peut-être qu'il dira que non, ça a été quasi un non-événement. Donc, qu'est-ce qu'un événement, etc. Je crois que pour tout ceci, on a besoin d'un peu de distance dans le temps. Au contraire, je dirais qu'effectivement, la guerre civile au sommet, parce que quand on voit le vocabulaire utilisé, la trahison à la patrie, etc., je crois que là, c'est une rupture qui est constitutive. Donc, peut-être qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment tous de votre participation déjà, de votre présentation. C'était un moment assez fort, je crois, pour faire le point sur la Turquie. On va s'arrêter là et je vous remercie aussi pour d'avoir resté si tard jusqu'à 9h, un jour de janvier, sur 3 minutes.